Bienvenue sur la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos des lésions méniscales du genou. Pour une fois, versons dans l'actualité, toujours avec la lorgnette des non-dits. Parlons des non-dits face aux patients victimes de lésions du ménisque du genou. Référence à la blessure sur terre battue à Roland-Garros du brillantissime tennisman Novak Djokovic. Domaine que je connais bien d'une part comme médecin du sport, mais aussi comme praticien généraliste. Et j'ajoute, permettez-moi, pour avoir été victime moi-même d'une déchirure du ménisque interne à l'âge de 40 ans au décours d'un entraînement. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Mais que sont donc ces lésions méniscales? Suivez ces quelques repères. Faisons un peu d'anatomie sans laquelle, bien entendu, vous ne pourriez saisir ni le rôle de ces ménisques, ni leur fragilité. En effet, il y en a deux au niveau du genou. Il ne s'agit nullement des ménisques qui existent aussi dans les articulations temporo-maxillaires, c'est-à-dire entre le maxillaire et la mandibule, qui assurent la mastication, soumis aussi à lourde épreuve, bien entendu. Tous ces ménisques sont pris en sandwich entre deux surfaces articulaires, dans un but finalement déterministe naturel, de ménagement des surfaces articulaires. Je vais expliquer brièvement ce que c'est que l'anatomie d'un genou. Vous avez ici le fémur, vous avez ici le tibia, et vous avez les condyles, ce sont de sortes de boules finalement de la tête du fémur qui reposent sur ce qu'on appelle le plateau tibial. Mais entre ces boules-là, les condyles et le tibia, se trouvent les ménisques. Il y a un ménisque interne et un ménisque externe. Ils ont la forme d'une faucille, en somme, grosso modo. Voilà. Et ils sont en tissu fibrocartilagineux et ils sont là comme amortisseurs. Alors la première chose d'abord, c'est de demander au malade où il a mal. Donc le malade montre en général, si c'est le ménisque interne, il va montrer une douleur dans l'espace qui se situe entre le fémur et le tibia. Donc on recherche, là je suis dans l'espace et le malade, il faut aller jusque derrière, puisque le ménisque va derrière, le malade, ah oui, j'ai mal à cet endroit-là, docteur. Voilà, c'est bien. Alors pour être sûr que c'est le ménisque, ce que l'on fait, on le recherche en position couchée. Voilà. Alors en position couchée, on plie le genou du patient, voilà, comme ça, et on exerce une pression sur le ménisque interne. C'est-à-dire vous voyez, on met le pied vers vous, et à ce moment-là, on plie et on déplie. Et à un moment donné, le patient va dire « Ah oui, docteur, là j'ai mal ». Bon, quelquefois, la simple flexion fait qu'il y a un blocage du genou. Dire « Là j'ai du mal, docteur, j'y arrive, mais j'ai du mal ». Et il peut y avoir un claquement. La deuxième façon de rechercher le cri du ménisque, c'est de mettre le malade sur le ventre. Voilà. Alors on met le malade sur le ventre, donc je procède avec le même genou et j'exerce toujours une pression sur le ménisque interne ou le ménisque externe, ça dépend. Et bien entendu, j'exerce une flexion et une extension pour rechercher justement ce fameux cri. Et en même temps, je peux situer où se situe finalement la fêlure ou la rupture méniscale. Voilà. Voilà, il y a une autre manière aussi qui est très simple, c'est de demander au patient de se mettre debout, ou même avant, mais il vaut mieux le faire en dernier. On lui demande de mettre son pied en rotation interne, si c'est le ménisque interne, et on lui demande, en l'aidant, il peut descendre et dire « Ah oui, là, effectivement, je ressens une douleur ». C'est déjà plus difficile parce que ça peut encore abîmer le ménisque avec le poids en charge. Voilà, c'est difficile. Il y avait donc ces genoux arqués, et donc, quand les genoux sont arqués, il y a une hyperpression sur le ménisque ici. Ça, c'est une pathologie essentiellement masculine. Mais on voit aussi chez les femmes un genu valgum, c'est-à-dire les genoux qui se touchent. Voilà. Là, l'hyperpression s'exerce à ce moment-là. Vous le devinez bien, c'est une question mécanique, une hyperpression sur le ménisque externe. La tête du fémur, à l'extrémité inférieure de celui-ci, est pourvue de deux condyles, sorte de boules,
recouvert de cartilage, ces condyles s'appuient sur deux ménisques, l'un dit interne, l'autre dit externe. Interne par rapport à l'axe corporel, interne près de l'axe corporel, externe en dehors. Un ménisque, sachez-le, n'a pas la conscience de l'os. Il est fibreux. Il est enveloppé de cartilage sur sa surface supérieure et sa surface inférieure. Ces deux ménisques ont une forme de faucille. Ils sont plus épais sur le bord externe de la faucille et s'amincissent plus. On va vers la périphérie interne. Le ménisque interne repose sur la tête du tibia, elle aussi recouverte de cartilage. Plus précisément, le ménisque interne sur le plateau tibial interne, puisque le tibia comprend une sorte de plateau avec un plateau interne, un plateau externe. Voilà. Pour un humain pesant 70 kg en station debout, un poids d'une cinquantaine de kilos repose sur ces structures. Imaginez si cet humain monte et descend des escaliers une trentaine de marches, et de surcroît alertement. Le poids du corps se porte alternativement sur le genou droit et sur le genou gauche. Donc on retrouve les 50 kg sur chaque genou, alternativement. Et donc sur les ménisques. Il n'est nullement obligé de faire du sport pour provoquer une fissure ou une rupture, une déchirure méniscale. Se relever d'une position accroupie peut suffire. D'autant plus que l'on est en surpoids, bien entendu, ou que l'on présente ce fameux génuvarum, les jambes arquées que l'on trouve chez les hommes, ou le génuvaluum, jusqu'à ce que les genoux se touchent, éventuellement, plus particulièrement chez les femmes. Observez, vous verrez dans la rue, les hommes, beaucoup d'hommes, ont les genoux plus ou moins arqués. Eh bien, ce génuvarum n'est pas sans conséquence, puisque les pressions dues au poids du corps et à la cinétique, mouvement, vont s'exercer de façon excessive sur les ménisques internes, et au contraire, pour la jante féminine, génuvaluum, sur le ménisque externe. Pour nous médecins, il est primordial de repérer au plus tôt ces déformations. Car vous l'avez compris, non seulement les ménisques sont à dure épreuve, forcément, mais aussi les cartilages. Cartilage du fémur, cartilage du tibia. Une arthrose peut s'installer si l'on ne corrige pas ce défaut, par chirurgie bien sûr. Tout dépend de l'importance de l'anomalie associée à une certaine souffrance. Il y a bien des génuvarums et des génuvalgums qui sont bien respectés et pour lesquels il n'y aura jamais d'intervention. Oui, le tennis est un sport traumatisant au plus haut point, entre autres pour les genoux, sprint, flexion, extension brutale, changement de direction successif, sur terre battue, souvent, sujet à des torsions du genou. Je n'évoque pas la fatigue générale sur un tournoi avec des matchs successifs tous les 2 jours. Match de sélection, match des huitièmes, des quarts, des demi-finales et pour le challenger, la finale. Chaque match pouvant s'allonger de 90 minutes à, disons, 4h30, voire au-delà. Du moins dans le système Roland-Garros. La fatigue des quadriceps, muscles antérieurs des cuisses, des ischio-jambiers, muscles postérieurs des cuisses, participe au risque méniscal. Résumons. Le poids du corps, éventuellement les déformations de genoux,
l'hypersollicitation des genoux, la condition générale, la fatigue musculaire, l'instabilité due au sol, la dureté des sols ne font pas bon ménage avec les ménisques. Je n'ai jamais vu des lésions méniscales chez des cyclistes en 50 ans, ni chez des nageurs. Vous devinez les raisons, sans aucun doute. Pour tout sportif, vous vous doutez des précautions à prendre. Outre ces mesures de correction, de surpoids, de nécessité de récupération, de choix du sport, de choix du terrain, pas toujours, quand il se peut. La lubrification du genou par un travail couché sur le dos et le matin, donc en décharge, de flexion, d'extension répétée, puis secondairement en appui statique. Tout cela conditionne favorablement le genou et la musculature environnante. Lubrification par le liquide articulaire qui est sécrété par cette membrane intra-articulaire qu'on appelle la synoviale. En somme, c'est répartir de l'huile dans les rouages articulaires. Pardonnez cette comparaison simpliste d'huile, j'en conviens. Quels symptômes vont alerter? La douleur dans l'articulation, située dans l'interligne interne ou externe, selon qu'il s'agit du ménisque interne ou du ménisque externe. Enfin, une sensation de blocage, dans la flexion le plus souvent, ou l'extension. Je me situe dans le cas d'une lésion uniquement d'un ménisque. C'est lors d'un mouvement de torsion, par exemple, pied bloqué dans un trou, avec rotation brutale du corps. Il peut s'agir aussi de dégâts intra-articulaires beaucoup plus complexes, comme des entorses, des ligaments croisés, ruptures parfois aussi. Et vous le savez, notamment au football, pied coincé dans un trou, hein, voilà. Ou au ski, parce que le pied est bloqué sur les lattes, ou parce que le pied, la jambe étant bloquée dans la chaussure, la rotation du genou est plus importante. C'est alors que le médecin du sport, sur le terrain, et notamment pour les sports professionnels, va se faire passer la vidéo en ultra ralenti sur divers angles pour définir exactement le type de traumatisme qui va pouvoir déjà donner une présomption de type de lésion. Je pense à notre brillantissime tennisman. J'observerai s'il présente un genu varum, c'est vite fait. Je lui fais décrire la douleur. Je lui fais décrire s'il a pu ressentir une sorte de claquement tout à fait perceptible pour lui, même dans le brouhaha de Roland-Garros. Ensuite, l'examen du genou. Il me montre bien sûr précisément l'endroit douloureux. C'est pas toujours évident. Ça peut être assez diffus. Je recherche le blocage en décharge, c'est-à-dire sans le poids du corps. C'est-à-dire pas en position debout. C'est alors que le patient, le sportif, je le mets sur le dos et je recherche la douleur. Je palpe l'interligne articulaire interne d'avant en arrière sur le pourtour du genou et je recherche s'il y a ce qu'on appelle un point douloureux exquis, terme employé d'ailleurs par les médecins lorsqu'on recherche une fracture et qu'on arrive sur le foyer de fracture, le malade se met à crier, on appelle ça le point exquis. Je l'emploie par extension d'une façon tout à fait imagée. Enfin, pour aller au plus court, je recherche le cri du ménisque dans deux positions, couché sur le dos et couché sur le ventre. Nous l'avons vu,
sur la petite vidéo que j'ai jointe. Je dois donc arriver au diagnostic de lésion, mais attention, rupture fêlure, lésion décrite comme anse de saut, quand la lésion est le pourtour. Y a-t-il un morceau de ménisque qui se balade dans l'articulation? Précision, le médecin ne doit pas confondre un problème méniscal avec une tendinite de la patte doigt sur la face interne du genou, pour le ménisque interne, et le syndrome de l'essuie-glace à la face externe du genou. Pour cela, le médecin se réfère à une histoire bien différente et à des signes bien particuliers. J'informe mon sportif de ma présomption de lésion méniscale. Tout ceci peut être réalisé en 10 minutes, y compris avec la vidéo, au bord du terrain. Bien entendu, une imagerie par IRM viendra ultérieurement confirmer le diagnostic, définir le type de lésion, le ménisque étant exploré dans les 3 dimensions pour un œil averti, spécialiste. Devant ma présomption, donc j'invite le patient, le sportif, à quitter le terrain. Et pourquoi? Parce qu'une simple fêlure peut devenir une rupture, ce qui compromet l'avenir à moyen terme de ce ménisque et donc de l'avenir à moyen terme de la carrière de mon patient. N'oublions pas qu'il est professionnel. Vous et moi ignorons sur quelle discussion et sur quelle base de décision ce tennisman a continué son match. Permettez-moi de rappeler un historique. En 50 ans, historique en 50 ans, des traitements des lésions méniscales. Avant les années 70 et durant les années 70, retrait chirurgical du ménisque à tous les coups. Le sportif pouvait reprendre assez vite son sport. Facile, on retire le ménisque, pas de problème. Dans les années 80-90, retrait partiel du ménisque, la petite partie qui était fracturée. Par arthroscopie, bien sûr, à l'époque. Voilà. Et on a constaté que ces attitudes, sur le long terme, provoquaient des arthroses, des usures des cartilages du fémur et du tibia, puisqu'il n'y avait plus les ménisques. Comme amortisseur, les cartilages s'usaient. Et bien maintenant, à l'heure actuelle, les chirurgiens font une suture du ménisque. Pour mon expérience personnelle en 1987, lors d'un cross-country, douleur interne de l'articulation, et assez d'ailleurs en arrière, sur la partie interne, lors d'un appui violent, genou en extension maximale, sur une inclinaison de terrain qui était tout à fait inattendue, j'avais continué ma course, mais bien sûr, bien entendu, de mes capacités, je m'écoutais. C'était une erreur. Je vous expliquais pourquoi. Et pourtant, pour un médecin certifié en médecine sportive, c'est pas un bel exemple. Fierté du sportif qui dénie toute possibilité d'incapacité et qui veut continuer sa compétition. Mais soigner un patient, quand on est médecin, ne permet pas cette laxité intellectuelle. Du reste, mon confrère chirurgien, que j'avais consulté, m'informait que ma fissure de ménisque, vue à l'IRM, ménisque interne, se situait en périphérie du ménisque, c'est-à-dire notamment dans une zone qui est plus riche en vaisseaux que dans le reste du ménisque. Les ménisques sont très très mal vascularisés, ils ne cicatrisent pas en général. Et il ajoutait, vous pourrez reprendre sans grand délai. Quelle chance! Mais lui-même, sportif, il m'a fait part de son expérience, avait eu le même type de lésion et il avait adopté l'attitude d'abstention de geste chirurgical. Pas même une arthroscopie à l'époque pour authentifier la lésion. Craignant tout déconditionnement physique, je me suis mis d'emblée au vélo. La natation était aussi possible. On est en décharge. En vélo, on est assis. Il ne faut pas se mettre en danseuse, on reste assis. Ce que j'ai fait pendant 12 semaines. Reprise de la course à pied. Et je faisais, 2 mois plus tard,
5e au championnat régional vétéran 1 de cross-country. Vous savez, le cross-country, c'est du tout-terrain, les genoux, bon. Finalement, l'année précédente, j'avais fait 3e. Donc, la condition physique n'avait pas du tout été perdue. Un sportif peut garder toutes ses capacités cardio-respiratoires et musculaires sans préjudice pour sa progression sportive, j'en suis convaincu. Mais sur un diagnostic précis et qui engage une conduite à tenir bien précise. Il est vrai que pour un sport très technique comme le tennis, nous ignorons du reste le type de lésion de Novak. A-t-il subi une suture sur fissure peu profonde? J'oserais le croire, car il a pu continuer son match avec toutefois les risques que nous avons définis. En tout cas, outre le travail de tous les instants en décharge des genoux, outre le travail de renforcement musculaire général, j'insisterai sur l'entretien du geste technique, car il ne faut pas quitter la raquette. Du reste, je conseillerais pour cela le tennis en fauteuil roulant, avec de bons concurrents, handicapés ou pas. Si l'on consulte les recommandations des sociétés savantes de chirurgie orthopédique, le sport doit être suspendu 3 à 6 mois pour une suture de ménisque. Là encore, les impressions du sportif, le réexamen par le médecin de celui-ci, peut-être une nouvelle imagerie, IRM, permettent au médecin de guider le sportif dans sa reprise progressive au-delà des 3 mois. Je conseillerais entraînement non recommandable sur terre battue, y compris pour les premières compétitions, quoi qu'il en coûte. Attention aux sponsors, attention aux coachs, parfois pressés de voir le sportif reprendre la compète. N'oublions pas qu'il s'agit de professionnels dont le classement ATP, les grands chelems sont des challenges permanents avec lesquels le sportif ne plaisante pas. Je n'évoque pas, bien sûr, l'aspect financier. Enfin, il existe une dégénérescence des ménisques. C'est un autre problème, mais il faut le signaler. Nous l'avons vu, inhérente à certaines professions. En effet, le ménisque est pourvu de cartilage, qui celui-ci se fragilise avec le temps. Il se fissure, il peut se dégrader, ce que nous appelons la méniscose, consécutive donc à de multiples petits traumatismes. C'est pourquoi l'on reconnaît, sous condition, en matière de santé au travail, une maladie professionnelle, car il n'y a pas eu là de traumatisme brutal repérable comme dans un accident de travail. C'est une maladie qui s'est installée du ménisque. L'INRS décrit pour le régime général d'assurance maladie un tableau numéro 79 de maladies professionnelles à propos des ménisques du genou dans le régime général d'assurance maladie. Et le tableau 53 dans le régime agricole. Le tableau, pour exemple, du régime général explicite, lésion chronique du ménisque, donc d'un ménisque, à caractère dégénératif et précise se rapportant à des travaux comportant des efforts et des ports de charge exécutés habituellement en position à genoux ou accroupi. Non sportif. Je me pose cette question. Ces sportifs de très haut niveau qui à un moment donné fracturent ou fissurent un ménisque, ne sont-ils pas porteurs déjà, plus l'âge avançant, de petites lésions de dégénérescence de ces ménisques qui ainsi, fragilisés, conduisent, lors d'une surcharge
modérée, avec légère torsion, à une lésion méniscale. À bon entendeur, salut. Soyons le plus pertinent possible sur la relative intégrité méniscale lorsqu'un sportif se fracture un ménisque. Allons voir plus loin, si le ménisque n'est pas déjà dégénératif. Le médecin du sport doit coordonner tout cela, convaincre avant tout le sportif, qui lui-même doit répondre aux diverses sollicitations des managers, mais aussi la pression du public qui en redemande, bien entendu. Espérant que cette vidéo vous apprenne à respecter vos genoux, nous avons défini de quelle manière le sportif à tout âge, et particulièrement plus il avance son âge, vous l'avez compris, fragilise ses articulations de genoux, bien sûr selon le type de sport. Il en est ainsi aussi bien pour certains loisirs, voire pour quelques professions, nous l'avons précisé. Mais une simple descente d'escalier, avec défaut d'appui, légère rotation, peut provoquer, entre autres, une lésion au niveau du genou et une lésion du ménisque. Maintenant, vous connaissez les signes. Alors Philippe Soler, qui est un écrivain, Philippe Joyaux, de son vrai nom, né à Talence, vous savez, Talence près de Bordeaux, en 1936, écrit « Un homme averti en vaut deux ». C'est du reste devenu une sorte de dicton. En matière de santé, et notamment en matière de prévention, nous ne cessons d'alerter nos patients, n'est-ce pas, sur les risques qu'ils courent selon le management de leur état de santé. Merci pour votre bienveillant suivi de mes vidéos. Sortant de l'actualité, nous évoquerons les invraisemblables contre-indications de sport pour nos enfants. Là encore, que de non-dits. N'oubliez pas de liker sous la vidéo, de cliquer sur la cloche pour vous abonner et être informé de toute publication de nouvelles vidéos. À plus!